sommes le vendredi 4 septembre. Merci d'être sur i24 News. Sous le choc, l'Europe tente de surmonter ses divisions. Elle a désormais 10 jours pour trouver une solution à la crise des migrants après 2 ans d'atermoiement. Paris et Berlin souhaitent installer un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil pour les pays européens. En d'autres mots, instaurer pour de bon une politique de quotas. Et c'est bien la photo du petit Aylan, réfugié syrien mort noyé, qui a agi comme un électrochoc, un réveil collectif sur la réalité de la guerre en Syrie. Des milliers de familles en fuite qui implorent l'Europe d'en faire plus. Cette crise des migrants, c'est l'autre conséquence de Daesh. Décryptage dans un instant. Et puis au menu également ce matin du cinéma, direction la Mostra de Venise. Tous les projecteurs rivés ce soir sur Johnny Depp pour Black Mass, les images dans cette édition. Enfin, on se rendra en Cisjordanie à la découverte d'un vin palestinien. Le secteur est en plein essor, symbole de la reprise économique également dans les territoires. Bienvenue à tous. La crise migratoire, toujours à la une évidemment encore de l'actualité ce matin. En Hongrie, la tension continue de monter. Des migrants ont été transportés vers un camp à leur insu. Hier, les autorités ont tenté de les tromper en envoyant des trains vers l'ouest. Mais ces convois ont été arrêtés à proximité de camps de réfugiés. Chloé Demoulin. Nouvelle scène de désespoir en Hongrie. Des centaines de personnes se sont débattues ce jeudi pour ne pas être transférées dans un camp. Ils étaient plus de 200 à être parvenus à monter dans un train espérant rejoindre la frontière autrichienne. Mais ils ont été stoppés par les autorités à 40 km de Budapest. Les centaines d'autres restés en gare de la capitale, rouvertes dans la matinée après avoir été fermés pendant 2 jours, restaient eux dans l'incertitude. Certains nous ont dit que ce train allait en Allemagne, d'autres qu'il allait dans un camp, ou encore que la police nous laissait y entrer pour nous arrêter et nous emmener dans un camp. La situation est très étrange, je ne sais pas quoi faire. La Hongrie est loin d'être le seul pays des Balkans à faire face à cet afflux de migrants. Ce camp du nord de la Serbie accueille actuellement 250 migrants. Mais la plupart ne restent que quelques heures, désirant également rejoindre la Hongrie et peut-être l'Allemagne. Seulement, qu'arrivera-t-il si la Hongrie ferme effectivement sa frontière? Le Premier ministre serbe tire la sonnette d'alarme. Quand la Hongrie va interdire l'entrée à tous ces réfugiés, qu'allons-nous faire? Nous ne serons pas en mesure de gérer. Au cours des 2 dernières années, la Hongrie est devenue l'un des principaux pays de transit au sein de l'Union européenne pour les migrants. Mais elle a commencé en août dernier la construction d'une clôture barbelée de 175 km le long de sa frontière avec la Serbie. Voilà, il s'agit bien d'une crise sans précédent. Vous le savez, jamais l'Europe, depuis la fin de la guerre, n'a connu un tel flux migratoire. Mais le ton, on va le voir, n'est pas le même selon tous les pays, tous concernés, mais à des niveaux et avec des enjeux différents. Petit tour d'horizon avec vous, Betsabé de la presse européenne ce matin. Et on démarre par la déclaration commune des présidents français et allemands. Exactement. Alors, une tentative pour surmonter les divisions, titre Le Figaro. En effet, selon le quotidien français, eh bien, le Premier ministre hongrois Orbán a raison. Les dirigeants sont incapables de surmonter la situation. Exemple, l'Allemagne donc accentue la pression sur l'Europe pour se partager les réfugiés, écrit le Guardian. Au Royaume-Uni, l'Allemagne qui fait bonne figure, sauf que sur place, si on accueille ces migrants, eh bien, c'est pour les parquer dans les camps. En effet, regardez la une du Welt. 79% des Allemands souhaitent que les migrants soient placés dans des centres de rétention. Des Allemands qui ont peur et dont l'opinion est inébranlable. C'est ce qu'écrit le quotidien allemand. D'ailleurs, que fait l'Europe dans son ensemble confrontée à ce phénomène des migrants? Eh bien, elle s'emmure depuis Melilla en Espagne à Calais en France. C'est ce que raconte Le Monde quotidien français. Voilà, et puis évidemment cette photo d'un petit garçon syrien mort au bord de l'eau sur une plage turque. Ça continue de faire le tour du monde. Exactement, et qui continue de susciter l'émoi des médias, comme celui de la Stampa, dans l'édito de Mario Calabresi, qui s'intitule « La plage sur laquelle l'Europe meurt », raconte
Jusqu'à hier, je pensais qu'on ne pouvait pas publier ce genre de photos. Et puis plus loin, j'ai changé d'avis. Le respect pour cet enfant qui fuyait avec ses frères et ses parents, une guerre qui se déroule aux portes de chez nous, exige que tout le monde sache. Et de défier, non seulement cette photo rentrera dans l'histoire, mais en plus c'est l'ultime occasion pour les gouvernements européens de montrer qu'ils sont à la hauteur de cette histoire. Une photo qu'on craint d'ailleurs d'utiliser de peur de la manipuler, notamment en France. Ainsi, plusieurs médias français critiquent l'hypocrisie des tabloïds anglais, comme Slate particulièrement virulent, qui évoque une hypocrisie obscène. Des tabloïds qui n'ont cessé en effet pendant des années de diaboliser les migrants pendant ces années donc, et maintenant se servent de cette photo. Sur place au Royaume-Uni, justement, le Télégraphe se fait porte-parole du père du petit Aylan décédé, qui dit « faisons en sorte que ce soit le dernier ». Voilà pour la presse européenne ce matin. Merci beaucoup Betsabé. Et puis cette crise continue, on vient de le voir, de diviser l'Europe. La Hongrie renvoie l'Allemagne à ses responsabilités alors que la Commission européenne appelle tous les Européens à faire preuve de solidarité. On l'a dit, le couple franco-allemand s'est réuni hier. Hollande et Merkel appellent donc à nouveau à mettre en place cette fameuse politique des quotas dans l'Union. Explication, Julia Ganancia. L'Union européenne face à ses responsabilités. La Commission européenne demande aux États membres de répartir en urgence 120 000 réfugiés supplémentaires au sein de l'Union afin de faire face à l'accélération de la crise migratoire. Cette proposition semble avoir l'appui de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français François Hollande. Mais pour Paris et Berlin, il faut faire plus. Nous avons proposé, avec la chancelière Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui a été engagé ne suffit plus et qu'il y a des pays qui ne répondent pas à leurs obligations morales. Alors il faudra aller plus loin. Aller plus loin car le temps presse. Les propositions franco-allemandes seront soumises le 14 septembre à un Conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne avant un sommet européen. Mais d'ici là, les divisions entre solidarité et fermeté face à la crise migratoire risquent de persister au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, les crispations sont croissantes. À Bruxelles, le Premier ministre hongrois défend fermement la gestion de la crise par Budapest. Le pays a fait l'objet de nombreuses critiques, en particulier pour sa clôture érigée à sa frontière avec la Serbie. Le problème n'est pas un problème européen. Le problème est un problème allemand. Personne ne veut rester en Hongrie, en Slovaquie, en Estonie ou en Pologne. Tous veulent aller en Allemagne. Sur la défensive, Viktor Orban signe une tribune ce jeudi dans un des plus grands quotidiens allemands. Il juge que l'afflux des réfugiés en Europe, musulmans dans leur majorité selon lui, constitue une menace pour l'identité chrétienne de l'Europe. La formule entraîne des réactions en cascade, à commencer par le président du Conseil européen. J'appelle tous les dirigeants de l'Union européenne à faire preuve de solidarité avec les États membres qui font face à une vague migratoire sans précédent. Accepter plus de réfugiés n'est pas la seule solution. C'est un geste important de solidarité réelle. Une répartition équitable d'au moins 100 000 réfugiés parmi les États membres de l'Union européenne est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Car la division entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne inquiète de plus en plus. Certains États membres ne pensent qu'à endiguer la vague de migrants symbolisée par la clôture controversée en Hongrie, tandis que d'autres veulent plus de solidarité en défendant les quotas obligatoires de répartition de réfugiés entre les 28 pays de l'Union. À travers cette crise, les valeurs mêmes de l'Europe se retrouvent mises à l'épreuve, un tournant dans l'histoire du vieux continent. Myriam Danand, l'Union européenne a désormais 10 jours jusqu'au sommet du 14 septembre pour rattraper 2 ans d'atermoiement et de politique de l'autruche. Quelles vont être les propositions sur la table? Alors les premières sont tombées. On attendait ce fameux sommet du 14 septembre, cette fameuse réunion d'urgence qui se poursuit aujourd'hui encore au Luxembourg. Et finalement, les décisions sont tombées grâce à cette photo absolument dramatique de cet enfant de 4 ans, un parmi tant d'autres qui a trouvé la mort. Cette photo qui a ébranlé la presse et toute la population européenne dans son ensemble et qui a, oui, provoqué cet électrochoc politique
qu'il fallait de toute façon. Alors aujourd'hui, une prise de conscience, c'est clair, après cette publication, Hollande et Merkel qui s'entendent enfin sur les quotas. Il faut rappeler que cette idée, la Commission européenne l'avait déjà soumise. Angela Merkel y était favorable puisqu'elle est d'une certaine façon déjà appliquée sur le sol allemand, que François Hollande, pour sa part, s'y était clairement opposé. Il a aujourd'hui cédé, même s'il évite ce mot quota. On parle toutefois d'un mécanisme obligatoire et contraignant qui ne s'appliquera pas que à la France et à l'Allemagne, mais contraignant pour l'ensemble des nations qui font partie de l'Union européenne, si elles ne veulent pas justement être mises au banc de l'Europe. Alors d'un point de vue des valeurs européennes, on l'a vu dans le sujet, quand le Premier ministre hongrois déclare que l'afflux de ces migrants menace les valeurs chrétiennes de l'Europe. Comment interpréter ces paroles? Eh bien alors finalement, ces déclarations de Orban, elles ont été aussi, peut-être au même titre que cette photo dramatique, un électrochoc pour François Hollande, Angela Merkel et la direction de l'Union européenne dans son ensemble. Parce qu'une fois de plus, le futur, l'avenir de l'Union européenne, peut-être au même titre qu'avec la guerre en Ukraine ou bien alors la crise grecque, eh bien le futur de l'Union européenne est une fois de plus en danger. L'Union européenne est une fois de plus mise à l'épreuve. Et aujourd'hui, elle va devoir se choisir une identité. Alors pour Orban, il s'agit d'une menace sécuritaire, d'une menace pour les racines chrétiennes. Et l'Allemagne a trop largement ouvert les portes de l'Europe. Or, ces racines chrétiennes, justement, eh bien, elles enseignent judéo-chrétiennes, même pourrait-on dire pour l'Europe. Elles enseignent avant tout l'humanisme. Donc défendre des racines chrétiennes et aller contre des valeurs humanistes, voilà une contradiction certaine pour M. Orban, à laquelle s'est attachée à répondre Angela Merkel, évidemment, en estimant qu'aujourd'hui, la première résolution à prendre, c'était avant tout de défendre ces fameuses valeurs humanistes, et que si l'Europe était la seule protection qui restait à ces populations aujourd'hui, alors il fallait les aider. Le problème, c'est que des solutions, ce n'est pas que la réforme du droit d'asile européen, ce n'est pas que l'accueil des réfugiés qui sont déjà sur le sol européen, c'est également aider à ce que des drames comme celui de Bodrum, avec cette photo dramatique, ne se reproduisent pas, et donc c'est aider des solutions pour ces pays de transit. Il s'agit de la Libye, avec une incertitude politique évidemment flagrante, mais également la Turquie, puisque c'est là-bas que cela s'est produit, et il s'agit également de traiter le problème à sa source, à savoir les crises politiques et les guerres qui ravagent les pays d'où viennent ces migrants. Alors justement, cette photo agit, on l'a vu, comme un électrochoc sur la réalité de la guerre en Syrie. On a vu toute la classe politique européenne agir de façon presque épidermique et immédiate à cette photo. Est-ce que cette politique de la compassion, on va dire, est là pour masquer l'absence d'une vision politique claire et commune sur ce qu'il faut faire en Irak et en Syrie? Elle est faite pour masquer des erreurs de l'Europe et peut-être de la communauté internationale qui se répètent au fur et à mesure qu'il y a eu des conflits au cours de tout ce dernier siècle. Alors évidemment, il faut le savoir aujourd'hui, ces migrants, d'où viennent-ils? Ces migrants qu'il faut arrêter d'appeler migrants et qui sont avant tout, et à 90% des réfugiés politiques. Ils viennent de Syrie, ils viennent de Liban, ils viennent d'Irak également, ils viennent parfois d'Afghanistan également. Et ce sont des pays qui ont connu des conflits absolument ravageurs au cours de ces dernières années. Alors ce qui est en train de payer l'Europe et la communauté internationale aujourd'hui, c'est peut-être aussi une mauvaise grille de lecture des printemps arabes et également de la guerre contre Daesh. Parce que la communauté internationale, eh bien, elle s'en est fait une spécialité, aider peut-être à déclencher des révolutions démocratiques qu'elle trouvait peut-être justifiées, aider peut-être même à déclencher les guerres et à renverser des dictateurs dont il ne faut absolument pas absoudre les forces, mais en tout cas se retirer au moment de signer les chèques et d'aider à la reconstruction. Et la communauté internationale a peut-être ainsi d'une certaine façon favorisé le chaos politique qui règne aujourd'hui dans ces pays, qu'il s'agisse de l'Irak ou encore de la Syrie, a peut-être favorisé d'une certaine façon la montée de Daesh, l'État islamique contre lequel la communauté internationale lutte aujourd'hui de façon si mitigée. Et peut-être que là aussi, il va falloir un électrochoc pour une action un petit peu plus agressive et concertée. Ça a d'ailleurs été les propos très intelligents de Stephen Harper, le Premier ministre canadien. Le sujet s'est invité dans la campagne électorale. Le Premier ministre canadien a dit qu'il fallait accueillir davantage de réfugiés. Il en a accueilli à peu près 25 000 en un an, mais qu'il fallait surtout réétudier la politique d'attaque de la communauté internationale contre Daesh. Voilà, pour toutes les facettes de cette crise migratoire. Merci beaucoup, Myriam. Et on revient à présent sur cette photo. Vous l'avez vu, un gendarme turc penché sur la dépouille d'Aylan. Il avait donc 3 ans. Il était un réfugié syrien, mort noyé. Il est devenu, en l'espace de quelques heures, le nouveau symbole de cette crise. L'histoire derrière ce cliché, c'est avec Léa Berdugo.
Cette photo a ému l'Europe entière. On y voit le corps d'un petit garçon échoué sur la plage de Bodrum en Turquie. Aylan Kurdi, âgé d'à peine 3 ans, serait originaire de la ville syrienne de Kobané, une localité en proie à de violents combats entre Kurdes et membres du groupe État islamique. Les corps de son frère et de sa mère auraient été retrouvés sur le même rivage. Le père d'Aylan s'est exprimé dans un média turc. Il a déclaré que ses enfants lui avaient glissé des mains lorsque l'embarcation qui les conduisait en Grèce a chaviré. Les réactions se sont succédées dans le monde entier. En Grande-Bretagne, la majorité des journaux ont mis cette photo à la une. À Londres, les habitants se disent choqués et appellent l'Union européenne à une aide massive. Dégoûtée, totalement dégoûtée. Je n'arrive pas à croire que nous n'avons rien fait à propos de ça jusqu'à présent. Je pense qu'il est dégoûtant de devoir arriver à un point où les enfants sont en train de mourir avant même de reconnaître que nous n'agissons pas moralement. C'est affreux. Ils viennent juste chercher un peu de sécurité et d'espoir. Et qui de mieux équipé que la Grande-Bretagne, qui historiquement a été un des pays les plus importants de l'Union européenne, du monde entier. Si la Grande-Bretagne ne fait rien, alors qui va intervenir ? La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, ils doivent tous intervenir. Jeudi, 4 hommes suspectés d'être des passeurs ont été arrêtés à Bodrum par les autorités turques. Le président de l'État est lui aussi monté au créneau. Lorsqu'en Méditerranée, un bateau qui transporte des réfugiés fait naufrage et que le corps d'un petit enfant de 3 ans échoue sur nos plages, est-ce que l'humanité entière ne devrait pas rendre des comptes ? Le père du jeune Syrien a déclaré retourner à Kobané pour enterrer ses proches. Et celle qui a immortalisé ce cliché est une photographe de presse turque. Je vous propose d'écouter sa réaction. À ce moment, quand j'ai vu cet enfant de 3 ans, Aylan Kurdi, j'ai été pétrifiée. Il était couché sur le ventre, sans vie dans les vagues, avec un t-shirt rouge et un short bleu foncé plié à la taille. La seule chose que je pouvais faire était de faire entendre son cri. Au même moment, je pensais être capable de le faire en déclenchant l'obturateur de mon appareil photo et en prenant sa photo. Galip, son frère, était couché à environ 100 mètres devant. Je me suis approchée et j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de gilet sauvetage sur eux. Rien pour les aider à flotter. L'image montrait le drame de la situation. On couvrait l'immigration clandestine sur l'île de Kos en Grèce. J'ai photographié un groupe de migrants pakistanais qui tentaient de passer en Grèce. Et pendant que j'étais témoin de cette tragédie, tout à coup, on a remarqué ces corps sans vie. On a vu qu'ils appartenaient à des petits-enfants. On a été choqués. On a ressenti une grande douleur et la meilleure chose à faire était de faire entendre cette tragédie. Alors la force de l'image, justement, on va en parler, ce cliché est sans doute en train d'agir comme un tournant dans cette crise. On va revenir avec vous, Julien, sur ces photos, justement, qui ont marqué l'histoire, qui ont servi de tournant. Oui, absolument. On va commencer en plein XXe siècle, au moment de la Seconde Guerre mondiale. On connaît tous cette photo dans le ghetto de Varsovie. Barbara, elle a été prise lors de l'écrasement de l'insurrection. En fait, c'est une photo qui fait partie de 53 clichés qui avaient été mis au rapport que le général Jürgen Stroop, qui était en charge de la liquidation du ghetto de Varsovie, avait réalisé ce rapport pour montrer aux autorités nazies que l'insurrection était bien en cours d'écrasement. Il avait choisi ces photos pour montrer l'héroïsme des soldats nazis face à ce qu'il appelait être les bandits juifs. Aujourd'hui, cette photo est encore utilisée dans des devoirs de mémoire, avec parfois aussi des récupérations politiques, on l'a vu. Elle est entrée dans l'histoire et là aussi un enfant au cœur de l'image. Et là aussi un enfant, absolument. Autre exemple. Autre exemple, c'est la jeune fille et le napalm. Évidemment, on est cette fois en pleine guerre du Vietnam. Aujourd'hui, la demoiselle qu'on voit, le jeune enfant qui est nu au milieu, elle a 43 ans. Aujourd'hui, à l'époque, elle en avait 9. Elle a été prise la photo le 8 juin 1972 dans le sud du Vietnam. Son village venait d'être bombardé au napalm. Elle criait trop chaud. Sa queue de cheval était en train de brûler. Des morceaux de chair de ses bras étaient en train de tomber. La photo avait provoqué l'indignation dans le monde. Surtout, il y a un moment où il y avait des manifestations contre la guerre en Vietnam. Ça avait renforcé le camp des opposants à la guerre au Vietnam. On continue avec une autre guerre. C'est souvent malheureusement des guerres. Toutes ces photos sont des scènes de violence dans un camp
de réfugiés au Pakistan. Elle s'appelle Sharbat Gula. On va voir la photo à l'écran de l'époque et d'aujourd'hui parce qu'elle a été retrouvée. À l'époque, elle avait 13 ans. La photo a été prise en 1985 par un journaliste de l'Associated Press. Elle venait de perdre ses parents dans un bombardement dans la guerre d'Afghanistan qui faisait rage après, vous savez, l'invasion des Soviétiques. Elle a été retrouvée 18 ans plus tard par le même journaliste. Elle ne savait pas qu'elle faisait le tour du monde. Entre-temps, elle est devenue mère de famille, elle s'est mariée. Et le journaliste lui a donc montré, il a réalisé la même photo, 18 ans après. Ouais, toutes ces photos devenues iconiques. On termine par un exemple plus récent. Plus récent, mais tout aussi violent, c'est le 11 septembre. On se souvient tous, Barbara, de ce qu'on faisait au moment où on a appris que les tours jumelles avaient été frappées. Cette photo, il y a déjà une tour qui a été attaquée. La première a été attaquée à 8h46, la seconde à 9h03. Et ça, c'est vraiment donc 9h03 au moment, la seconde, exactement, la seconde où le second avion va s'effondrer. Les attentats ont duré moins de 2 heures et ont fait plusieurs milliers de morts, on s'en souvient. Personne ne peut oublier ce qu'il faisait lorsqu'il voyait ces images. Voilà pour ces images. Merci beaucoup, Julien. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce dossier des migrants et cette crise que traverse l'Europe. On continue évidemment de suivre de près tous les développements. En France, la colère des agriculteurs a de nouveau explosé hier à bord de leurs tracteurs. Ils ont débarqué à Paris pour exprimer leur ras-le-bol. Manuel Valls a tenté de calmer le jeu et annoncé une nouvelle série de mesures. Joseph Emmanuel. Les tracteurs, place de la Nation à Paris. 6 convois pour 1500 véhicules. Certains ont roulé plusieurs heures pour atteindre la capitale. Ils avancent sur Paris. Une entrée aux couleurs de la Bretagne, sur des champs celtes, pour exprimer la colère du monde paysan. Certains slogans sont on ne peut plus clairs. Paysans en détresse, la mort est dans le pré. Il faut se rendre compte que mes parents qui étaient agriculteurs il y a 20 ans vendaient la viande plus chère que moi je la vends actuellement. Avec l'augmentation des charges, c'est plus possible. Mon père vendait de la viande à plus de 5 € du kilo. Moi, j'arrive pas à 5 €. L'objectif est double. Interpeller l'opinion publique et réclamer des aides à l'État face à l'effondrement de leurs revenus. Aux commandes de ce débarquement, de jeunes agriculteurs, les tracteurs à l'arrêt, une délégation s'est rassemblée devant l'Assemblée nationale. Ils viennent des régions très touchées par les crises laitières et porcines. Les principaux dirigeants syndicaux ont été reçus par le Premier ministre. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment, et c'est compris aussi comme ça par le consommateur, d'avoir un prix juste pour tous les maillons de la filière, pour le consommateur, mais aussi pour le producteur. Et là-dessus, il faut qu'on rénove nos relations commerciales, qu'on retravaille nos filières pour savoir comment aboutir à ce prix juste. Aboutir à un prix juste et surtout ne pas se mettre les Parisiens à dos. Les engins et les autocars remplis d'agriculteurs ont franchi les ports de la capitale alignés. Une seule ligne pour limiter la gêne, selon le mot d'ordre de leur syndicat, et l'asphyxie tant redoutée de la circulation n'aura donc pas lieu. Aux abords de la place de la Nation, le périphérique est quasiment vide. Sur la place elle-même, des renforts policiers sont déployés. L'une des préoccupations majeures des organisateurs est de ne pas tomber dans le défilé folklorique ou dans une parade de tracteurs. Ils entendent montrer leur détermination. Ils dénoncent aussi avec véhémence la guerre des prix entre les différentes enseignes de la grande distribution. Une guerre qui ne fait que tirer vers le bas toute la chaîne de production, une chaîne dans laquelle les agriculteurs ne sont rien de moins que le premier maillon. En bref, c'est désormais une certitude. Le débris d'avion retrouvé à La Réunion appartient bien au vol MH370. Le morceau d'aile, on s'en souvient, avait été retrouvé fin juillet sur le rivage de Saint-André dans l'est de l'île par des employés d'une association chargée du nettoyage du rivage. Barack Obama pourra mettre en œuvre l'accord sur le nucléaire iranien. On le disait hier, le président américain a en effet obtenu la 34e voix nécessaire pour pouvoir user de son veto sur ce dossier. Une nouvelle qui est loin de réjouir le Premier ministre israélien qui a affirmé qu'une claire majorité des législateurs américains s'opposait à l'accord. Écoutez le Premier ministre israélien. Nous avons une grande proximité avec un certain nombre de pays, les États-Unis en tête, ce qui n'empêche pas l'existence de désaccords, et il y en a. L'Iran est l'ennemi des États-Unis, il le dit ouvertement. Israël est l'allié des États-Unis, ce qui implique des conséquences en ce qui concerne notre sécurité dans le futur.
Et à noter cette tentative de lynchage hier en fin de journée à Hébron, en Cisjordanie. Des touristes américains ont pénétré par erreur dans la ville. Leur véhicule a été rapidement attaqué par une foule de Palestiniens qui ont lancé des cocktails Molotov mettant le feu à leur voiture. 2 des jeunes Américains ont été légèrement blessés, réfugiés dans la maison d'un résident de la ville palestinien qui a appelé les forces de sécurité. Ils ont finalement été secourus par une force de Tzahal. Et il est l'heure, comme tous les vendredis, de faire le bilan de l'actu de la semaine. Avec vous, Michel Kishkar, bonjour, merci d'être avec nous. Vos temps forts et vos dessins. Et on démarre évidemment cette semaine par la crise des migrants. Absolument, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de semaine, j'avais fait un autre dessin, un premier dessin, qui était un tombeau ouvert en forme de barque, plein de migrants en route vers l'Europe. On reconnaissait la botte de l'Italie, dans le fond, et j'avais fait la mer Rouge en me disant voilà, il y a un cercueil, il y a une mer rouge de sang, et puis finalement je suis rattrapé par l'actualité, parce que la crise des migrants, elle est tout d'un coup, elle a été symbolisée par cette photo finalement, parce que cet enfant porte un nom, parce que tout le monde sait comment il s'appelle, quel âge il a et d'où il vient. Ce n'est plus une statistique anonyme, c'est tout d'un coup une photo qui touche énormément de monde. Et ce dessin que j'ai fait, c'est un peu de montrer la dimension qu'a pris ce petit corps. Parce que finalement, cette photo, elle a été à la une de la majorité des journaux du monde, j'ai vérifié. C'est pas tous, mais c'est une grande majorité, et ça a également suscité débat. Est-ce que ce n'est pas de la pornographie médiatique, etc., etc. Non, je pense que c'est peut-être... c'est sûrement le point de départ d'une prise de conscience, parce qu'on voit bien Merkel et Hollande, pour ne parler que d'eux, qui sont en train de parler d'une politique européenne qu'il faut mettre au point. Parce que c'est vrai que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un tel afflux de migration vers l'Europe. Et on ne peut plus se renvoyer la balle, il va falloir trouver des solutions pour tous ces migrants, parce qu'ils n'ont aucune chance de survie, et de vie et de survie dans les pays d'où ils viennent. En tout cas, la majorité d'entre eux. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent juste trouver du travail. Non, ce sont des gens qui risquent leur vie en restant là où ils sont. Et l'Europe, qu'on appelle l'Europe endormie de son riche passé judéo-chrétien, il va falloir qu'ils votent des lois tout simplement pour se partager entre les différents pays et tous les pays. Ce flux des migrants qui finalement s'avérera peut-être dans la perspective de l'histoire une bonne chose pour l'Europe, qui est un pays vieillissant, un continent vieillissant. Allez, autre titre, merci pour ce dessin Michel, en tout cas autre titre cette semaine, c'était la rentrée des classes, 1er septembre oblige. Oui, c'était la rentrée des classes un peu partout, en Israël aussi, comme en France, le 1er septembre. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de remettre sur le tapis finalement une actualité ancienne qui est... Le cartable est plutôt lourd. Hein, voilà, Bibi et Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas vient d'annoncer qu'il allait démissionner, qu'il n'allait pas continuer à être à la tête... du Fatah. Évidemment, ils sont là avec un gros sac. Dans le sac de Bibi, il y a le dossier de l'Iran. Dans le sac de Mahmoud Abbas, il y a le dossier de la Palestine. Et l'institutrice, c'est Barack Obama. Elle a écrit peace, paix, shalom, salam ou merde. Comme ça, voilà. C'est vrai que apparemment, le dossier de la région est passé en dessous de la pile des dossiers d'Obama. L'Iran est au-dessus. Et voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Et on est parti pour une année scolaire qui ne promet rien de bon. Et pour finir, cette info qui est tombée hier, un non-lieu dans l'enquête sur la mort de Yasser Arafat. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit dessin là-dessus parce que je suis quand même un petit peu interpellé par l'acharnement de Souha Arafat à essayer de prouver qu'Israël aurait empoisonné Arafat, ce qui a déjà été prouvé comme étant faux, en tout cas par des médecins, des grands spécialistes suisses, par des spécialistes français qui ont véritablement fait toutes les analyses possibles et imaginables. Et je pense que si elle va sûrement aller en appel, elle ne va pas se contenter de ça. Elle l'a déjà annoncé et elle a suffisamment de fonds, de l'argent corrompu dont elle a hérité de son mari pour pouvoir continuer son bataille juridique. Voilà. Merci beaucoup. Michel, regardez cette image pour se quitter avant un nouveau journal. Cette image surprenante, c'est le pape François qui continue de détonner par son style. Vous allez le voir, le souverain pontife avait besoin de faire contrôler sa vue et de faire changer les verres de ses lunettes. Alors il s'est rendu à bord d'une voiture banalisée chez un opticien dans le centre de Rome, dans un quartier très animé où il a créé un mouvement de foule devant la vitrine. Mais il a surtout demandé aux commerçants de lui faire payer le prix normal. Voilà, on se quitte pour un nouveau journal avec Daniel Atlan. On se retrouve juste après.
Voilà, c'est vendredi, on va parler un peu de culture, comme chaque semaine. Dans un instant avec vous, Marie Chek, d'art contemporain israélien. Merci d'être là. Mais tout de suite, du cinéma avec vous, Laetitia. On continue de couvrir cette Mostra de Venise. Et on commence d'abord avec un petit tour du Red Carpet hier soir. Tout à fait, c'était pour la première mondiale du film Spotlight en compétition officielle pour le Lion d'Or de la Mostra de Venise et qui a fait des étincelles sur le Lido. Regardez ça, nous avions la présence du casting complet du film, notamment Mark Ruffalo et sa femme, et puis le moment glamour du tapis rouge, c'est quand Alexandra Ambrosio a défilé avec sa magnifique robe qui laissait apparaître ses formes sous une sorte de transparence. Donc voilà pour ce Red Carpet de Spotlight. On va en parler de ce film qui raconte l'histoire vraie du Boston Globe qui enquête sur les cas d'abus sexuels sur mineurs au sein de l'église catholique américaine en 2002. C'est la tendance de cette 72e Mostra, les films inspirés d'histoires vraies. Pour sa part, Spotlight de Thomas McCarthy est avec Michael Keaton et Mark Ruffalo empreinte, je vous l'accorde, une réalité plutôt glauque, mais les critiques parlent du premier temps fort de cette Mostra. Alors, autre temps fort, ce sera ce soir en vedette Johnny Depp. Ouais, disons la présence la plus attendue et médiatisée de cette dizaine. Johnny Depp et sa femme Amber Heard viennent tous les deux présenter leur film. Alors pour Johnny, il s'agit de Black Mass, en français Strictly Criminal. C'est hors compétition. Il est absolument méconnaissable dans ce film. Il fait froid dans le dos. Il joue le rôle une nouvelle fois d'un personnage qui a véritablement existé. Whitey Bulger, l'un des plus dangereux et des plus violents criminels de South Boston dans les années 70. Il est devenu informateur du FBI afin de faire tomber une famille de mafieux qui marche sur son territoire. Bon, je vous en dis pas plus, on regarde ça en image, bande-annonce. Et mon grand, écoute bien ce que je vais te dire, parce que des leçons tu vas en recevoir encore et toujours pendant toute ta vie. Et il faudra que tu en prennes de la graine, pigé? Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est quand et où tu le fais. Et à qui tu le fais ou avec qui. Et si personne le voit, ça s'est pas passé. Jimmy, il a 6 ans. T'es sûr que c'est la meilleure chose à dire à ton gosse? Oui. Still smelling like 10 keys. You couldn't stop me if you tried. Cause the devil is a lie. The devil is a lie. I'm the truth. The devil is a lie. The devil is a lie. I'm a lie. The devil is a lie. Jimmy, quand est-ce que t'es sorti d'Alcatraz? Oh, ça fait bientôt 10 ans. Eh ben, c'est un bonheur de t'avoir à nouveau dans le quartier, mon garçon. Méconnaissable. Complètement méconnaissable. Même pas beau. On espère qu'il va pas venir sur le tapis rouge ce soir habillé comme ça. Sa femme Amber Heard, en tout cas, va faire relever un peu le niveau glamour. Elle va présenter un film extrêmement attendu en compétition qui s'appelle The Danish Girl, la femme danoise. Ça marque le retour aussi de Eddie Redmayne, le tout jeune oscarisé acteur britannique. C'est un film qui est bouleversant. Une nouvelle fois sur une histoire qui s'est réellement déroulée, celle de la première transsexuelle de l'histoire qui s'appelait Lily Elbe. C'était en 1920. On parle déjà d'une future perle du 7e art. En plus de Eddie Redmayne et Amber Heard, on retrouve au casting également Matthias Schoenaerts qui a été découvert par Jacques Audiard, on s'en rappelle, dans De Rouille et d'Os aux côtés de Marion Cotillard. Alors je vous le cache pas, le film est d'ores et déjà en route pour une belle panoplie de récompenses là à Venise, puis le 12 septembre on va le retrouver à Toronto et évidemment qu'on va retrouver ce film aux Oscars avec un tel casting et un tel réalisateur, le réalisateur Tom Hooper du Discours d'un roi qui a été oscarisé pour ce film. C'est sûr qu'on va avoir qu'il va avoir le droit à beaucoup de récompenses. Voilà, on entendra encore parler. Merci beaucoup Laetitia. Voilà pour cette Mostra. Est-ce qu'il faut en attendre aujourd'hui? Marie, on parle d'art contemporain israélien, je l'ai dit, et cette semaine vous nous parlez d'une
une expo baptisée Sans farine, oui ça s'appelle comme ça, et ça se passe au musée de Be'er-Sheva dans le Negev. 4 artistes, 4 femmes, ils présentent chacune une installation. Alors d'abord, le nom. Sans farine, il n'y a pas de gâteau, mais il n'y a pas aussi d'humanité depuis 10 000 ans. Sans farine, sans graines, sans blé, il n'y a pas de nourriture. Il y a eu des guerres quand il n'y a pas eu d'eau assez pour faire de la farine. Et c'est la moitié d'un proverbe hébraïque où on dit sans farine, imen kemach en Torah. Sans farine, il n'y a pas de Torah. Ce qui veut dire que sans le travail d'ici, dans ce monde-là, on ne peut pas arriver dans le monde spirituel de la Torah. Les gens qui ont fait cette expo ont enlevé la Torah et a laissé symboliser comme ça une idée de ce que peut faire pour la farine. Et là, nous voyons une artiste, Raya Brokenthal, qui a acheté des diamants, qui a passé 1 an à la bourse diamantaire. Elle a acheté des faux diamants et elle a été les tisser, les former comme si elle travaillait de la blé. Et elle les a mis à l'aluminium sur une énorme installation. Elle mettra ces petits bijoux, je dirais, qu'elle a rendus. Et c'est ça le monde d'ici, de là, pour arriver au monde spirituel. Donc elle a ces bases-là d'argent. Là, c'est Mayaza qui a fait une magnifique vidéo qui s'appelle Mother Economy et qui a été... elle parle d'une femme qui fait des calculs comme dans un laboratoire pour faire un vrai kigel, un vrai gâteau juif de Allemagne et dont la famille a disparu après l'Holocauste. Donc elle cuisine, elle prépare, elle fait des recherches. Il n'y a personne qui vient manger ce gâteau à la fin. C'est vraiment une recherche, je dirais presque autobiographique, dont l'artiste elle-même a souffert. Cette œuvre-là est une usine de farine, donc qui a été l'origine de l'idée de cette expo. C'est une jeune artiste qui a terminé les Bezalel il y a 1 an, qui a été photographiée pendant 1 an, tous les jours, une usine de farine, en voyant le labor, en disant que la farine, oui, c'est le produit de tous les jours, mais again, sans ça, on n'a pas de nourriture. Elle a filmé ces gens, et quand elle a été les filmer, elle a vu un tableau de Michelangelo sur le mur. Et elle s'est dit, c'est vraiment bizarre, ce rapport entre l'art et le quotidien. Et ça a été la base de son film, qui est basé tout autour de Michel-Ange et la farine. Et en fait, c'est le rapport entre la création du blé, la création divine de la reine Déméter pendant la mythologie grecque et la création divine de 4 artistes. Là, c'est un des bijoux, ça va être d'ailleurs... Le diamant dont on nous c'est parlait. le catalogue de l'exposition sera représenté par ce diamant. C'est très flou parce qu'on ne veut pas tout amener, c'est de l'art contemporain. On n'est pas censé... Et ça, c'est un magnifique... Regardez, c'est un dessin. Il y a là une biennale en France du dessin. L'importance du dessin est énorme dans le monde d'art. Et regardez la capacité de dessiner comme si que ça n'existait pas. C'est vraiment d'un niveau renaissance. D'Ifat Bezalel, une des 4 artistes, qui va faire des installations magnifiques en essayant de retracer le mont du temple. Toute l'expo, on rentrera dans le mont du temple, dans une vidéo art, et il y aura tous ces tableaux-là, presque mystiques, qui apparaissent et disparaissent, pour arriver dans une petite chambre où il y aura le cœur. Le cœur, c'est le centre sacré du Beth Amikdash, du temple Voilà, juif. dernière photo de cette Voilà, la expo, photo Marie. de l'expo, c'est la photo de l'invitation. Ce sont les farines. J'ai choisi des mots arabes. Je voulais on parle aussi de dialogue aussi. Vous voyez, on travaille dans toutes les langues. D'ailleurs, l'expo sera avec toutes les 3 langues. Et c'est une des visions, une des apparitions du vidéo art de cette usine. Tout à fait. Qui a l'air très mystérieuse. Mystique presque. Mystique et mystérieuse. C'est le nom de l'expo. Vous avez tout compris et j'espère que vous viendrez. C'est jusqu'à la mi-décembre au Negev. Au musée de Be'er-Sheva dans le Negev, sans farine. Merci beaucoup, Marie, d'être venue nous en parler. Et direction les territoires palestiniens à présent et la ville de Taïbé, où une famille y est connue depuis longtemps déjà pour sa bière. Eh bien, elle a décidé désormais de se lancer dans le vin. Le vin palestinien est prometteur et signe également une reprise économique dans les territoires. Julien Baloul était sur place. Regardez, on en parle juste après. Amateurs de vin nouveau, notez l'adresse dans vos carnets. Taïbé cherche à conquérir le marché. La ville palestinienne située au nord de Ramallah a été rendue célèbre dans le passé par la famille Khouri, qui a créé la bière de Taïbé en 1994.
Près de 2 décennies plus tard, Canaan, le jeune prodige de la famille, diplômé de Harvard, s'est lancé dans la production viticole. Je suis de Taipei, j'ai vécu ici toute ma vie. J'ai étudié aux États-Unis pendant 4 ans, je suis revenu il y a 2 ans et j'ai lancé cette affaire avec ma famille. C'est la seule production de vin en Palestine. Nous pensions qu'il était temps de créer un vin palestinien de qualité. Depuis 20 ans, nous avons réussi à produire de la bière de qualité, mais je pensais que concevoir du vin était plus excitant et intéressant. Je suis tombé amoureux du processus de création du vin et j'ai donc décidé de me lancer. Canaan n'a actuellement qu'un seul employé, il travaille sans relâche et est en charge de presque tout. De la conception du vin, bien entendu, ainsi que du site internet en passant par les posters et le ménage. Mais Canaan ne se plaint pas et montre fièrement ses installations. Nous faisons venir notre raisin depuis les villes de Birzeit et Aboud, à 20 minutes d'ici. Nous prévoyons d'utiliser à terme du raisin local, mais cela prendra du temps avant d'y parvenir. Au cours de la fermentation, nous sortons le vin de ces bacs par le bas et nous le réinsérons par le haut. Le but est de nous assurer que le jus est bien mélangé avec la peau et les pépins pour absorber la couleur et le tanin, ce qui donne au vin sa complexité et sa saveur. Ceux qui aiment le vin le savent, une bonne cuvée ne se boit pas le jour même, il faut la laisser mûrir. Pour cette phase, Canaan a choisi des fûts de France. Après ces explications techniques, l'étape la plus intéressante de la visite est arrivée, goûter le premier et unique vin palestinien. L'entreprise familiale Khouri a bien démarré, mais Canaan a les pieds sur terre et est conscient des difficultés. Il sait qu'il faudra être patient avant qu'elle ne soit rentable. Aujourd'hui, son principal défi est l'extension de ses exportations, notamment vers Israël. Plusieurs boutiques israéliennes vendent déjà ces bouteilles, mais la situation politique et les tensions sécuritaires compliquent souvent les échanges commerciaux. Julien, alors d'abord, il est comment ce vin? Pas forcément, on vous va goûter. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, prometteur. Mais je ne suis pas un grand amateur de vin, donc je ne peux pas bien juger. En revanche, je vous apporte un bon plateau de fromage, je vous ferai la différence entre un bon camembert et vous mangerez le fromage, je boirai le vin. Alors on le voit dans le reportage, hein, le mot Palestine est mis bien en avant. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension identitaire dans ce projet politique, hein, vous employez le mot? Oui, complètement. Bon, c'est un projet évidemment, celui qui fait ça, il fait ça par amour du vin, clairement. Mais il y a un projet politique. Lorsqu'on met le mot Palestine sur chaque affiche, on met vin de Palestine, produits de Palestine. Vous savez, finalement, une nation se crée aussi par les produits qu'elle crée, se construit par les produits qu'elle exporte. Donc c'est vraiment important pour eux. Par exemple, le raisin qu'ils utilisent, ils veulent du raisin palestinien. On lui a demandé si des Israéliens leur apportaient du vin. Il fait non, on veut vraiment du vin. Et non des raisins israéliens. Voilà, ils veulent du raisin palestinien. Ils essayent même de mettre du raisin dans le village de Taipei. C'est pas encore le cas parce que ça prend du temps. Donc voilà, c'est encore en cours, mais il y a une vraie dimension identitaire. Alors, la société palestinienne, on le sait, est majoritairement musulmane. Comment a été accueilli le fait de faire du vin alors que l'alcool est interdit par l'islam? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille Khouri est très ancienne. Elle possède énormément de bâtiments dans le village de Taipei. Le village de Taipei est resté exclusivement chrétien au fil des années, donc c'est important à comprendre. Il le dit, il n'a jamais subi de pression de la part de musulmans pour fermer ni d'agression, mais il est vrai, il le dit, la société palestinienne est très conservatrice. Et régulièrement, on voit d'un mauvais œil, notamment, vous savez, en octobre, la famille fait le festival de la bière de Taipei. Et ils apprécient pas trop que des jeunes filles et des jeunes garçons viennent et dansent et s'embrassent ensemble et boivent la bière. Ça plaît pas beaucoup dans la région. Voilà, il estime que ça va passer. Ils sont quand même très inquiets de l'influence de l'islam radical dans la région. Mais jusqu'à maintenant, ils ont pu passer sans trop de problèmes. Alors, est-ce que ce projet est le signe aussi d'une certaine reprise économique en Cisjordanie, dans les territoires? Cette famille a plusieurs projets. Un hôtel aussi. Hein, l'hôtel est ouvert, ils viennent d'ouvrir, mais ils n'ont pas encore fait de publicité. On l'a vu, il est très beau d'ailleurs. Ils n'ont pas encore fait de publicité parce que c'est vraiment le tout début. La bière Taipei, donc je le disais dans le reportage, a été créée dans les années 90 et elle a beaucoup souffert pendant la seconde intifada, notamment pour les exportations, parce que pour des contrôles sécuritaires, ça prend beaucoup de temps de vérifier les produits, donc ça a bloqué les exportations. Et le fait qu'aujourd'hui, ils ouvrent un hôtel pour le tourisme et qu'ils créent ce vin, c'est aussi le symbole de l'essor, du renouveau de la Cisjordanie après des années de sang et de drame des années 2000. Voilà pour ce vin de Taipei. Il s'appelle comment? Il s'appelle le vin de Taipei. Il y a plusieurs modèles, tout simplement. Et le premier donc, est de la cuvée de 2013.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci Marie, à tous les intéressés. On rappelle le nom de l'expo, Sans farine, au musée de Beersheva dans le Negev. C'est ouvert? Ça a ouvert ses portes. Ça ouvre mardi. Ça ouvre mardi, voilà, bonne chance. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu. Portez-vous bien.